Français Réverdy a très bien défini la métaphore surréaliste. L'image, entendez l'image poétique, la métaphore, est une création pure de l'esprit. Elle ne peut naître d'une comparaison, mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l'image sera forte, plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique. Alors, vous voyez un peu, enfin, exactement ce que je vous disais. Ensemble, c'est ce rapprochement de pôles qui sont très éloignés dans la réalité qui font tout d'un coup ce côté étrange, ce côté merveilleux de ces révélations, en somme, des poèmes surréalistes. Vous pouvez vous demander un petit peu de qu'est-ce que ça donne dans la réalité. Enfin, il y a des textes de Breton ou de Éluard qui ont été écrits comme ça, un peu ou de Benjamin Perret en particulier, qui ont été écrits sous l'influence de l'écriture automatique. Je pense à Poisson soluble, par exemple, qui est déjà dans le titre, en fait, c'est un bon exemple de ces métaphores surréalistes. Ou alors ce petit poème que j'aime citer parce qu'il est facile à retenir, « Au sein de la forêt en feu, les lions étaient frais ». Alors là, vous avez le rapprochement, évidemment, de la forêt en feu, puis des lions qui sont frais, au contraire. Alors vous avez ce rapprochement entre deux univers complètement éloignés dans la réalité et qui se rapprochent dans une espèce de rapport bizarre, juste. Enfin, il y a une opposition feu et frais là-dedans, et il y a les lions aussi qui apparaissent. Alors, on pourrait dire donc que ce système de notation de la pensée faisait comme ça naître à jet continu, a fait des images poétiques les plus étonnantes les unes que les autres, des espèces d'hybrides, si on veut, ou de métaphores, comme je disais, qui se multiplient comme ça sous la plume des poètes. Bon, alors vous allez me dire maintenant, mais qu'est-ce qu'il y en est des peintres? Hein? Évidemment, le problème est différent, et là-dessus aussi, Breton s'est interrogé. Il y a un passage fondamental sur la peinture, enfin, où Breton essaie de définir en somme un équivalent dans le domaine pictural de ce qu'il avait défini d'abord au point de vue littéraire. C'est dans son livre qui s'intitule « L'amour fou », et au chapitre 5, dont le titre était « Château étoilé ». D'ailleurs, ce texte-là était paru isolément, si on veut, dans la revue Minotaure, avant d'être incorporé véritablement à son livre qui va être publié en 1937. Hein. Alors, dans ce passage, Breton fait appel, un peu curieusement, à l'autorité de Léonard de Vinci. La leçon de Léonard, engageant ses élèves à copier leurs tableaux sur ce qu'ils verraient, en considérant longuement un vieux mur, est loin d'être comprise. Tout le passage de la subjectivité à l'objectivité y est implicitement résolu et la portée de cette résolution dépasse de beaucoup en intérêt humain celle d'une technique, quand cette technique serait celle de l'inspiration même. Alors, vous comprenez pourquoi, d'ailleurs, c'était assez fantastique, enfin, pour Breton et pour les surréalistes, d'avoir une pareille autorité derrière leur dos. Et c'est vrai que dans les carnets de Léonard, il y a un passage qui dit exactement ce que Breton raconte. C'est-à-dire, ce que Léonard proposait, c'était qu'on puisse contempler un vieux mur avec ses craquelures et avec ses taches, ses maculatures, etc. Ou même encore, disait-il, peut-être des nuages qui passent, peut-être des feux de braise ou des choses comme ça. Tout autant, disons, d'objets ou d'écrans qui permet une espèce de projection de la pensée sur ces réalités, enfin, mal définies, et qui permettent justement de voir affleurer peu à peu, un peu comme distraitement, si on veut, des formes, des thèmes à peindre, etc. Hein? Et donc, le peintre n'avait qu'à copier, d'une certaine façon, les visions qui lui étaient imposées. D'ailleurs, qui d'entre nous, dans son enfance, n'a pas joué à regarder les nuages et à essayer d'y voir des formes et en fait, disons, des formes qu'on essayait de nommer. Hein? D'ailleurs, vous comprenez que dans ce système-là, il y a les deux parties. Il y a d'abord, il y a le côté subjectif, c'est-à-dire ce que je vois, moi, dans le vieux mur, peut être très différent de ce que vous voyez, hein, ou dans les nuages. Enfin, je peux les interpréter différemment de vous. Alors, donc, il y a un apport du sujet, si on veut, d'une part. Puis, d'autre part, il y a un domaine objectif, c'est-à-dire que ça part de quelque chose. Ça part du mur, ça part du nuage, ça passe des braises, du feu, etc. Hein? Alors, c'est pour ça que Breton parle d'une espèce de résolution, en somme, de l'opposition entre le subjectif et l'objectif qui est donné dans cette technique de l'inspiration, enfin, qu'il avait lu ensemble chez Léonard de Vinci. Bon.
Par contre, il y a tout de suite, enfin ça va bien au niveau d'une définition comme ça dans le texte de Breton, mais il y a tout de suite un problème que les peintres vont se poser. Et c'est comme si vous voulez, ils n'étaient pas au même niveau que les poètes là-dessus. C'est qu'il y a un élément qui est très différent quand vous suivez simplement la dictée de l'inconscient et que vous écrivez avec une plume un texte d'écriture automatique, ou quand vous devez copier les visions qui vous sont apparues en contemplant un vieux mur ou un objet de ce type-là. Hein. C'est la vitesse d'improvisation. Hein. Si vous écrivez, évidemment, vous pouvez écrire au fil de la plume, comme ça, comme les idées vous viennent, et ne pas vous préoccuper du sens, etc., ou de la morale, ou tout ce qu'on voudra. Mais quand il s'agit de copier des choses que soudain, vous apercevez sur un vieux mur, là, vous avez un problème de temps. Hein, qui intervient, ça prend du temps, ça prend de l'habileté, il faut avoir des techniques, etc. Et alors, les peintres surréalistes vont peut-être vouloir, disons, suivre les conseils de Breton et par le biais de Breton de Léonard de Vinci, mais ils vont tout de suite comprendre que la partie est un petit peu inégale à leur endroit et qu'il va falloir contourner cette difficulté de la vitesse d'improvisation pour être capable, justement, de retrouver un peu la même spontanéité que les écrivains. Et ils vont le faire essentiellement de deux façons. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le titre de l'émission, j'annonçais les deux versants du surréalisme, si on veut. La première façon va revenir à se fier surtout aux données de l'œil. Et l'autre façon, comme nous verrons un petit peu plus loin, va revenir à se fier surtout à la main. Alors, d'abord l'œil. Et pourquoi? Et c'est que ce qu'on va vouloir tenter de faire, en somme, c'est de ramener un peu cette vitesse d'improvisation, mais là, en se fiant plutôt à l'œil, à la possibilité pour l'œil d'associer rapidement des contenus différents. Et alors, les surréalistes vont travailler non pas à partir des objets réels, je dirais, mais plutôt des images, hein, déjà toutes faites. Et au fond, les images sont un peu comme des équivalents des mots pour le poète surréaliste. Hein. Alors, l'image est toute faite, mais elle est découpable. On peut la sortir de son contexte. On peut la coller avec une autre image. On peut l'associer à une autre image. On peut la sectionner, etc. On peut la manipuler. Et ça, je dirais, presque à la vitesse de l'œil. Hein. Alors, cette possibilité qui va s'exprimer dans le collage surréaliste va, au fond, est une façon de détourner ce problème, enfin, de la vitesse d'improvisation. Hein. Et alors là, le magasin d'images était énorme, évidemment. Il était possible de faire toutes sortes d'associations. Aujourd'hui, je dirais, on a des méthodes plus modernes. Enfin, ceux d'entre vous qui s'amusent à jouer un peu sur les ordinateurs, vous avez peut-être acheté, comme moi, fait ce qu'on appelle le clip art, c'est-à-dire c'est fait pour les gens qui ne savent pas trop dessiner et qui n'ont pas beaucoup de talent. Et alors, on leur donne des figures toutes faites. En général, c'est d'un style absolument imbuvable, le plus plat possible. Mais comme ces images-là sont manipulables et que vous pouvez les rapprocher ou les changer de contexte, etc., faire rapprocher une main avec un poisson, quelque chose comme ça, vous pouvez faire avec le clip art, si on veut, des métaphores surréalistes comme ça à jet continu. Hein? Ça serait comme une façon pour nous, si on veut, de jouer les jeux surréalistes, enfin, comme ils le faisaient, eux autres, au contraire, avec des images imprimées ou des images, des gravures dans des livres. Max Ernst, le peintre d'origine allemande, qui va être donc rattaché très directement au surréalisme, est le maître de ce genre de peinture. Enfin, il a pratiqué le collage énormément. Il a d'ailleurs lui-même raconté un peu l'origine, en fait, de cette découverte, enfin, de l'importance du collage en domaine surréaliste. Il dit qu'il avait été frappé en feuilletant des catalogues, en fait, qui vendaient des objets, je dirais, de nature pédagogique. Vous savez, aujourd'hui, les enfants peuvent acheter des modèles en plastique qui peuvent leur permettre de reconstituer un œil humain ou une oreille, ou disons, des parties d'anatomie comme ça. Et à l'époque, ça existait aussi, ça, évidemment, mais c'était pas fait en plastique, c'était fait plutôt en plâtre qui était peint. Et ces objets de nature pédagogique, qui servaient donc à enseigner l'anatomie ou à enseigner d'autres sciences, éventuellement, des ailes de papillon, de la zoologie, tout ça, c'était présenté, évidemment, dans des catalogues. Alors, de même que les catalogues d'aujourd'hui seraient faits plutôt avec des photographies, à l'époque, ils étaient souvent illustrés de gravures, hein, de gravures en noir et blanc.
Et alors, Max Ernst raconte qu'en feuilletant ces catalogues, il y a eu l'idée, en fait, de rapprocher dans des images qu'il aurait, en somme, découpées, des parties du catalogue, puis rapprocher ces images ensemble pour faire des associations tout à fait insolites. Et d'ailleurs, le type d'image que Ernst va produire, comme ça, j'allais dire, presque à jet continu dans ses collages, c'est ce qu'on pourrait appeler un hybride. Hein? Vous savez que l'hybride classique, disons, c'est le sphinx, qui est à moitié lion, pas à moitié tête d'homme ou tête de femme. Ben alors, c'est ça, c'est un peu la même idée. Vous rapprochez dans un même être, disons, deux parties qui ne viennent pas du tout du même horizon, et vous les remettez ensemble, puis vous les rendez plausibles comme ça. Alors, de là-dessus, Ernst est un maître incontesté. Il a fait, d'ailleurs, comme des romans ou des recueils, si vous voulez, de ces images, comme par exemple un qui s'intitulait « Une semaine de bonté ». Hein? Alors,